Dans cette vidéo, ça va être super simple. Je vais t'expliquer en fait de A à Z le process que j'utilise avec mes athlètes et surtout, je te dirais avec les athlètes qui me contactent, souvent après une période de stagnation. En fait, c'est un peu je dirais, c'est un peu le nerf de la guerre d'une carrière en powerlifting, c'est d'essayer de sortir de la stagnation. Alors, quand tu veux sortir de la stagnation, il y a pas mal de choses à faire. Le problème, c'est que souvent, on ne sait pas par quoi commencer. Et ce que je te propose là, c'est assez simple. C'est je vais t'expliquer la méthode que j'utilise. Je vais t'expliquer un petit peu quels sont les différents niveaux en fait que je vais utiliser. Et puis afin que tu puisses tout simplement essayer de l'appliquer pour toi, si c'est ton cas, eh bien je te propose aussi des exemples. Et puis évidemment, si tu souhaites travailler avec moi, n'hésite pas. Tu as directement mes liens pour me contacter dans la description. Alors ce que je vais te proposer là, c'est un guide complet, c'est-à-dire que je pense que je vais te présenter là 95% finalement de ce que j'ai pu à la fois utiliser avec des athlètes et aussi ce que des athlètes ont pu m'apporter en fait dans ce process. Donc ce que je vais te présenter, c'est à la fois le fruit, je te dirais, de mes connaissances, mais c'est aussi le fruit d'expérimentation avec des athlètes de différents niveaux. Donc je te propose qu'on commence directement. Alors, première chose, c'est d'essayer déjà de comprendre un peu ce qu'on va faire avec cette vidéo et comment on va essayer de capter comment sortir de la stagnation. Alors, quelque chose qu'il faut déjà essayer de bien comprendre, c'est que l'idée générale pour sortir de la stagnation, ça va être de commencer par construire des hypothèses. En fait, si on veut sortir de la stagnation, il va falloir identifier des variables. Et ça, c'est souvent quelque chose qui est un peu oublié chez les athlètes, c'est le fait de se dire que si je stagne, en fait, il n'y aurait pas une variable, mais en fait, ce serait tout. Alors, c'est jamais le cas, on est bien d'accord, c'est que si l'athlète a réussi à avancer, on va prendre l'exemple d'un athlète qui ne serait pas un pur débutant, eh bien, normalement, il y a quand même déjà des choses qui vont plutôt pas mal. Mon objectif quand un athlète me contacte parce qu'il stagne, c'est d'essayer d'identifier sans doute les variables les plus importantes. Alors qu'est-ce que je veux dire par les variables les plus importantes? C'est le cheminement que je vais te montrer ici. C'est de montrer en fait qu'il y a des choses qui sont plus importantes que d'autres. Et là je te les ai classées un petit peu par, je te dirais un peu par ordre d'importance. Même si encore une fois je vais faire toutes les étapes. Mais il y a certaines étapes qui seront peut-être un peu plus importantes que d'autres. Je te donne un exemple très très simple. Si un athlète me contacte et potentiellement sa stagnation c'est sur le squat, eh bien, je vais essayer de développer une hypothèse autour du squat. C'est-à-dire que je vais essayer de vérifier dans sa programmation et dans ce qu'il va pouvoir me rapporter, dans le questionnaire qu'il va remplir, eh bien, est-ce que mon hypothèse, peut-être, je constate qu'il est passé de 2 squats à un squat par semaine. Mon hypothèse, c'est donc que la baisse de fréquence a amené une difficulté à progresser. Et donc mon hypothèse derrière, ça va être de tester un retour à deux fois par exemple ce mouvement, par exemple deux squats dans la semaine, avec peut-être s'il avait du mal à récupérer, ce qui justifie peut-être pourquoi il était passé à un squat par semaine, et bien peut-être tout simplement de varier un petit peu la charge. Donc j'ai mon hypothèse et son application en quelque sorte. Un gros problème en fait quand il y a de la stagnation, c'est de faire attention de ne pas casser ce qui fonctionne bien. Alors ça, je le dis souvent à des athlètes, mais c'est rare d'avoir tout qui stagne en même temps. Alors ça, c'est un cas très particulier, l'athlète qui stagne sur tout, mais celui-là, si c'est ton cas, eh bien là-dessus, ça va être difficile de donner des réponses parce qu'un athlète qui stagne de manière générale, c'est un problème qui est assez profond et en général, c'est toute sa programmation qui est à revoir. Donc dans ce cas-là, je t'invite directement à me contacter, mais dans une vidéo, ça va être compliqué de te donner une réponse à une stagnation qui est générale. On va partir de l'idée, par exemple, ici, qu'un athlète, eh bien, son bench monte, mais son squat stagne. Eh bien, qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais surtout essayer de m'intéresser à son squat. Faire attention de ne pas m'intéresser de manière trop importante au bench, sauf si ça se justifie. C'est un peu cette idée de constance minimale, c'est que si je peux garder des variables à peu près, je dirais, constantes pendant un bloc, 2, 3, 4, 5 blocs, etc., et que ça marche bien, j'ai pas besoin d'aller venir tripoter à ces variables-là, je vais me centrer sur l'objet du problème. Et ça, c'est important parce que souvent, je vois des athlètes qui, je prends un exemple très simple, mais le squat bouge pas trop, et bien ils se mettent aussi à changer leur bench. Alors, à mon avis, il y a peut-être d'abord à se centrer sur le squat, puis ensuite d'aller regarder peut-être qu'il y a des interférences avec le bench, mais à mon avis, commence déjà par le problème, ça sera déjà quelque chose qui va te faire gagner du temps. Pour avoir un bon diagnostic, il faut commencer par récolter les bonnes données, il faut une bonne évaluation. Moi, pour moi, la première variable à identifier, c'est depuis quand l'athlète stagne. Ça, pour moi, ça c'est la variable numéro une. C'est, ok, je stagne depuis quoi? Une semaine, un mois, un an? Pourquoi? Parce que tout simplement, les stratégies vont pas être les mêmes. Un athlète qui stagne depuis un ou deux mois va sans doute trouver une réponse dans mon process extrêmement, je dirais extrêmement ciblée. C'est-à-dire qu'il y a une chose précise qui a amené à de la stagnation. Si c'est un athlète qui stagne depuis
peut-être 3-4 mois, mais qui avant a eu une période où ça progressait, ça ralentissait, etc., bah, il va peut-être falloir regarder un petit peu à différents étages, différents niveaux. Et ça, encore une fois, on ne peut pas le savoir si on n'a pas demandé à l'athlète, en quelque sorte, la temporalité de sa progression et d'essayer de voir si tout simplement c'est pas un ralentissement aussi de sa vitesse de progression plutôt qu'une vraie stagnation. Donc ça me semble important là-dessus de faire un peu un état des lieux avec l'athlète. Pour moi, il y a aussi autre chose qui est indispensable, c'est déjà dans un principe de gain de temps de demander à l'athlète ce qu'il a essayé en fait. Tout simplement, un athlète qui normalement a une pratique assez cohérente, il a testé des choses. C'est-à-dire que quand il a stagné, potentiellement, il s'est mis à tester des choses. Il a changé son volume, il a changé son intensité, il a changé de technique, il a changé peut-être son état d'esprit à l'entraînement, bref. Il a tenté des choses. Le problème, c'est que si tu lui demandes pas, c'est très probable que tu recommences en fait à refaire des choses qu'il a déjà testées. Alors, face à ça, attention quand même à une chose importante, je pense, c'est que c'est pas parce qu'un athlète te dit qu'il a fait qu'il a vraiment fait ça. Je vais te donner un exemple, un athlète qui te dit qu'il a beaucoup augmenté son volume d'entraînement et que ça l'a pas débloqué, voire même pire, c'est peut-être que en fait c'est toujours pareil, il en fait plus. Vérifie quelle a été son incrémentation, c'est-à-dire est-ce qu'il est passé de 2 à 20 séries ou est-ce qu'il est passé de 2 à 3 séries. Encore une fois, ce que te dit l'athlète dans ce qu'il a essayé, il faut des données et il faut essayer de le quantifier, sinon c'est difficile pour toi aussi de savoir parce que parfois je vais proposer à certains athlètes des stratégies et ils vont me dire oui mais ça j'ai déjà essayé. Et en fait, il faut vérifier que ce soit bien le cas. Donc ça, un petit état des lieux, typiquement demander le training log, ça peut être intéressant. Ce que j'aime bien faire également quand je commence à travailler avec un nouvel athlète, c'est d'essayer de lui demander, selon lui, quel est l'objet en fait qui amène à sa stagnation. Là-dessus, j'aime bien en fait, si moi j'ai mes hypothèses, j'aime bien confronter aussi l'athlète sur ses hypothèses à lui, parce qu'un athlète qui s'entraîne depuis suffisamment longtemps, on va prendre un athlète qui a déjà 1 ou 2 ans de pratique, c'est pas un athlète qui manque de savoir. C'est-à-dire que souvent, on est face à des athlètes qui ont une difficulté en fait à suivre un plan parce qu'ils n'arrivent pas forcément à réfléchir pour leur plan, et c'est là que j'interviens hein, typiquement, mais l'athlète il a une forme de savoir. Donc l'idée c'est de lui demander, ok, à ton avis, ton squat stagne, c'est quoi la cause? Et souvent ce qui va se passer c'est qu'il va me donner une liste de causes, et souvent le gros problème c'est que l'athlète n'arrive pas à hiérarchiser ses causes. Il va me parler du fait qu'il est en déficit calorique et en même temps il va me parler qu'il a du mal à tenir sa tension et puis qu'il a pas assez de squat dans sa semaine, puis qu'il a trop d'intensité, puis qu'il sait pas où mettre sa barre et puis qu'il a changé de genouillère. L'objectif ça va être sur la base de ces hypothèses en fait de déjà un peu les organiser en fait, voir qui ce qui relève de la programmation, qui ce qui relève de l'état d'esprit, etc. Moi ce que j'aime bien faire c'est lui dire ok, bon, là, dans un premier temps, tes hypothèses, si je comprends bien, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. À ton avis, demain, tu as une baguette magique, tu peux changer un truc, tu changes quoi? Et souvent, en fait, l'athlète va te donner, ou même pour vous-même, hein, vous pouvez tester, la variable qui, à son avis, est la plus importante. Et souvent, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que les athlètes qui se mettent à beaucoup stagner, en fait, vont se centrer sur une variable qui n'est pas la variable problématique. C'est ça que je trouve intéressant, c'est que on va avoir un athlète qui va nous dire, bah, par exemple, au squat, je stagne parce que j'ai changé de genouillère. Exemple simple. Est-ce que c'est vraiment ça? Je suis pas sûr, mais ça veut dire que l'athlète a dû mettre beaucoup de ses ressources sur le fait de gérer son matériel. Et à mon avis, peut-être que dans la programmation, résultat, il a fait des erreurs et il s'en est pas rendu compte. Encore une fois, là, je donne des exemples un peu génériques, mais l'enjeu, c'est surtout d'essayer de voir si on arrive à trouver un terrain d'entente en fait avec l'athlète pour partir de son savoir et du mien pour qu'on trouve une solution. Alors, avant de continuer à investiguer la programmation, la technique, etc., un petit conseil que je vais donner aussi, c'est l'étape, pour moi, c'est l'étape zéro en fait de ce process. C'est déjà de vérifier si l'athlète a un plan qui est organisé. On va partir de l'idée que bon, c'est un athlète qui est carré, il suit les podcasts, il fait bien le travail. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, en général, c'est un athlète qui a une programmation. Ok. Une fois qu'il a sa programmation, moi, je vais déjà regarder s'il la respecte. C'est-à-dire, exemple, hein, tu avais un single at 8 sur ton squat, sur la semaine 1, la semaine 2, la semaine 3, mais à chaque fois tu es RPE 9,5. Alors, à mon avis, là, l'erreur ce serait de dire oh là là, ok, donc le single il faut l'enlever, c'est pas bon, c'est ça qui fait stagner. T'en sais rien en fait. Est-ce que à ce moment-là, c'est pas simplement le plan qui est correct, peut-être même parfois bien pensé? Je vois beaucoup d'athlètes qui en général ont une programmation qui est correcte, je dirais qu'elle est mid, elle n'est pas exceptionnelle, mais elle n'est pas mauvaise non plus, mais en fait elle est très mal exécutée. Gros problème avec le RPE d'ailleurs. Ce qui peut poser un autre problème, c'est est-ce que l'athlète arrive à comprendre ce qu'il est en train de faire. Ça, c'est encore autre chose, on l'abordera par la suite. Mais pour moi, la première des choses, c'est est-ce que l'athlète
arrive à suivre le plan. C'est-à-dire, RPE 8, est-ce que ça ne devient pas un RPE 9? Parce que ce qui va se passer, c'est que tout simplement, si cet athlète il a tendance à tout overshoot, tout undershoot, en fait on n'a pas d'idée de ce que vaut son plan. En fait son plan pour l'instant il vaut ce qu'il a fait, il vaut pas le plan effectif. Donc fais attention avec ça parce que ça c'est un truc qui parfois amène à des athlètes à vouloir changer beaucoup de choses, alors qu'en fait le plan est pas mal, mais il faut mieux le respecter. Évidemment ça ne veut pas dire qu'on va rien changer, il y a bien des choses qu'on va pouvoir optimiser un peu dans la programmation. Si typiquement l'athlète a un bon plan mais je vois que le problème c'est le RPE par exemple, ben, je vais garder le même plan, mais plutôt que de lui mettre un RPE, par exemple, je vais lui proposer de fonctionner avec des intervalles de charge, lui fonctionner avec peut-être une charge maximum, peut-être des incréments hebdomadaires qui seront à cap fixe, c'est-à-dire pas plus de X kilos, par exemple. Autre chose, c'est est-ce que l'athlète, dans sa programmation, il a une compréhension de ce qu'il fait? C'est quelque chose que je vois beaucoup avec... moi, il y a deux notions que j'aborde souvent avec mes athlètes, c'est la question des jours primaires, c'est-à-dire est-ce que l'athlète sait quand il doit performer? Parce que le problème, c'est qu'on a des athlètes qui ont l'impression qu'ils doivent performer tout le temps. C'est-à-dire, si tu benches 4 fois dans la semaine, c'est très dur d'être à fond sur les 4. Tu peux être potentiellement bon sur 2 ou 3 benches. Allez, les 4, si vraiment tu as typiquement un énorme pontage, très peu d'amplitude et des charges assez faibles, pourquoi pas. Mais en fait, tu vas pas pouvoir être à fond tout le temps parce que tout simplement la fatigue va s'accumuler. Et le problème qu'on a souvent, c'est qu'on a des athlètes en fait qui ne priorisent pas certains jours. Et donc en fait, ils sont en train de euh, tout travailler en même temps, de vouloir tout faire monter en même temps, et en fait ils n'arrivent jamais à construire. C'est-à-dire qu'ils sont toujours dans la lutte permanente de gérer leur fatigue, et c'est pas du tout comme ça qu'on va pouvoir progresser. Un autre aspect que j'identifie assez souvent chez les athlètes, c'est aussi le fait d'identifier à quel moment ils sont le plus forts en fait dans leur bloc. Et moi j'appelle ça souvent la peak week, c'est-à-dire est-ce qu'ils ont identifié qu'après un certain nombre d'expositions, ils sont super forts ou peut-être pas du tout. Et ça c'est quelque chose qu'on a pas mal d'athlètes en fait qui ont l'impression qu'ils doivent toujours être forts en semaine 4 par exemple. C'est un truc que je vais voir assez souvent. Des athlètes qui vont me dire bah ouais moi je dois être fort en fin de bloc. Ok mais ton bloc, la durée de ton bloc c'est quoi? Bah peu importe c'est la fin de bloc. Ça veut pas dire grand chose parce que si ton bloc il dure 8 semaines, tu peux pas comparer ça avec un bloc de 3 semaines par exemple, ce sera pas du tout la même chose. Autre aspect important, c'est comment créer de l'élan. En fait, on a beaucoup d'athlètes là-dessus qui sont toujours dans cette idée de devoir collecter et qui sont pas du tout dans cette idée de devoir construire. Et ça, c'est vachement important de vérifier ça aussi avec tes athlètes ou avec toi-même. De vérifier que l'athlète a bien cette idée que créer une bonne programmation, c'est quoi? C'est tout simplement enchaîner des bonnes semaines qui vont préparer chaque fois la semaine N+1. Et ça, c'est quelque chose qui, à mon avis, fait défaut à beaucoup d'athlètes. Alors, en termes d'application concrète, je vais aussi, en général, ça va être un peu mon étape zéro, je vais voir avec les athlètes comment ils traquent leurs données. Parce qu'en fait, ça, à mon avis, c'est un objet aussi de stagnation, parce que ce que tu ne mesures pas, tu ne le changes pas. Tu sais que c'est quelque chose que je dis assez souvent en podcast. Est-ce que l'athlète note ses charges, ses RPE, ses sensations? Alors, l'exemple le plus simple, c'est un carnet d'entraînement. Est-ce que tu notes, je sais pas, ton 5x5 au squat à 170 kg, RPE 7 environ, cuisse ok, bas du dos fatigué? Si tu traques rien, en fait, ça va être super dur de voir des patterns. Donc en fait, avant de partir sur la programmation, la technique, l'état d'esprit, etc., mon rôle, c'est parfois tout simplement de resuivre un plan qui est cohérent, que je vais refabriquer avec l'athlète, et de lui proposer aussi de bien traquer ses données, parce que si on traque les données, on a des récurrences. Si on a des récurrences, ben, on va pouvoir surfer un peu la vague, et on va pouvoir tout simplement adapter la programmation à l'émergence des données, en fait, et à ce qui se passe. C'est-à-dire qu'on va arrêter de deviner, on va se baser sur des données en fait, vraiment des données empiriques et pas simplement des intuitions. Alors maintenant je te propose qu'on rentre un peu dans le vif du sujet. On va commencer avec pour moi le point numéro un. Alors c'est un truc que j'ai eu du mal en fait à me dire par quoi j'allais commencer, mais en fait je me rends compte que souvent les athlètes veulent partir très vite sur la technique et sur les aspects mentaux, alors qu'en fait souvent de ce que je vois avec les athlètes avec lesquels je travaille, c'est que la programmation, elle est approximative. Et ça, c'est un truc sur lequel je vais revenir. Je vais te proposer ici 4 aspects sur lesquels je reviens quasiment systématiquement avec chaque athlète. Donc la polarisation, la périodisation, la répartition du volume et le niveau de l'athlète. La polarisation, c'est tout simplement comment tu crées ton microcycle. C'est-à-dire, la polarisation, c'est cette idée que c'est quelque chose qui est devenu assez commun maintenant dans le powerlifting. On parle souvent de jours primaires, jours secondaires, etc. C'est en gros comment tu organises ta semaine. Je t'ai dit que tu pouvais pas être tout le temps à fond. Donc le problème, c'est que si potentiellement tu t'entraînes trop lourd trop souvent, et ben ça va poser des problèmes. Et ça, c'est quelque chose que je vois assez souvent. C'est typiquement des athlètes. Je vais commencer par ça. C'est au lieu d'avoir un jour principal et un jour secondaire,
en fait, ils ne s'en rendent pas compte, mais ils ont 2 jours importants. L'exemple que je vois souvent, c'est au soulevé de terre. On va voir au soulevé de terre plein d'athlètes qui vont en fait avoir 2 jours primaires, ce qui fait qu'ils sont tout le temps en concurrence ces 2 jours-là. Et donc, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'ils n'arrivent jamais à être frais sur un soulevé de terre. Donc, en fait, ils progressent pas parce que c'est comme si, je vais prendre l'exemple, c'est comme si ils investissaient sur 2 choses en même temps et ils s'étonnent de jamais avoir une grosse cagnotte. C'est-à-dire qu'ils ont les deux à investir en même temps et ça marche pas très très bien. Et souvent, le problème chez des athlètes comme ça qui se mettent à stagner, c'est qu'ils veulent faire de plus en plus de jours primaires. C'est-à-dire qu'au lieu d'accepter de ralentir au soulevé de terre, par exemple, si tu veux faire bien émerger ton jour primaire, peut-être de ralentir un peu ton jour secondaire, bah souvent ils adoptent la stratégie inverse. C'est si mon jour primaire fonctionne pas, ce que je vais faire, c'est que je vais forcer encore plus sur le deuxième pour essayer de faire monter les deux. Ça peut marcher, parfois ça marche pas, souvent ça marche pas, donc fais attention avec ça. L'autre problème, à mon avis, c'est que globalement, la plupart des athlètes s'entraînent trop lourd. La conséquence, c'est pas de s'entraîner trop lourd dans l'absolu. Le problème, c'est que t'entraîner trop lourd amène souvent au fait que tu peux pas faire assez. Je m'explique. On a beaucoup d'athlètes en fait qui vont mettre beaucoup de ressources en termes de charge absolue, c'est-à-dire qu'ils vont aller rajouter 5 kilos par-ci, 10 kilos par-là. Et en fait, quand on regarde leur volume d'entraînement, il est assez faible. Donc assez faible, j'entends qu'ils n'ont pas suffisamment de volume pour progresser. Pour une raison très simple, c'est qu'ils ont l'impression qu'ils n'arrivent pas en fait à tanker plus de volume. Alors pourquoi est-ce qu'ils n'y arrivent pas? Parce qu'en fait ils veulent faire monter leur volume sans considérer que l'intensité devra peut-être un peu baisser. Ce qui fait qu'en fait tu as des athlètes qui parfois vont se retrouver avec, ils vont envoyer des top sets de dingue, et derrière, étant donné que le top set était super difficile, et bien derrière ils n'arrivent pas à cumuler 2, 3, 4 séries. C'est quelque chose que j'entends beaucoup aussi au soulevé de terre, des athlètes qui vont me dire ouais, alors mon terre, je comprends pas, sur les top 7 ça avance un peu, puis là ça n'avance plus. Puis je lui demande d'accord, mais qu'est-ce que tu fais après en back-off? Ah bah je fais une ou deux séries parce que je peux pas faire plus, j'encaisse pas le volume. Mais en fait le problème c'est que tu as laissé tellement de ressources sur ton top 7 que résultat tu peux pas tanker derrière 3 ou 4 séries. Sauf qu'au final, qu'est-ce qui va le plus faire évoluer ton soulevé de terre? Est-ce que c'est vraiment un single de temps en temps avec des standards douteux, ou est-ce que c'est le fait de construire peut-être un peu plus de capacité de travail? Souvent, je t'invite à regarder un peu ça, et il y a plein de manières en fait, en quelque sorte, d'optimiser ça. C'est peut-être tout simplement, et ça va dépendre un peu au cas par cas, mais est-ce que tu as besoin de diminuer un peu tes top 7 pour te laisser un petit peu plus de place derrière? Est-ce que tu as besoin sur ton jour secondaire peut-être de mettre une variation ou du travail secondaire qui est complémentaire? Typiquement, tu as du mal à encaisser 2 soulevés de terre dans la semaine. Peut-être qu'au lieu d'en faire 2 directement, on peut peut-être se mettre sur un bloc à faire un jour principal au terre et un jour secondaire peut-être avec un RDL. C'est quelque chose qui pourra être intéressant. Mais fais attention avec ça parce que souvent cette idée de je vais forcer plus pour relancer ma progression, c'est pas quelque chose qui marche parce que souvent c'est déjà une stratégie que tu mets en place. C'est-à-dire que tu fais déjà ça de manière générale. Tu fais déjà, en fait, c'est comme si, bon, tu es en train de foncer dans un mur et tu continues de foncer dans le mur en augmentant les charges. C'est pas comme ça que ça va marcher et je te recommande en général de revérifier un petit peu la répartition de tes ressources. Deuxième aspect que je regarde souvent avec les athlètes en termes de programmation, ça va être la périodisation. Alors moi j'utilise principalement 2 modèles de périodisation. Soit ce qu'on va appeler un DUP, donc un Daily Underlating Periodization. C'est cette idée qu'en fait on va avoir des jours, par exemple une vague de DUP, ce serait sur 4 bench, ça serait 10, 7, 3, 1 par exemple. On a des jours où on fait des x10, des jours où on fait des x7, des jours où on fait des x3, des jours où on fait des x1. Mais on ne cherche pas forcément à créer des jours primaires. On peut essayer de tout faire monter ensemble, mais en le restant relativement facile, parce que si on fait tout monter ensemble, tu te doutes bien qu'on ne peut pas avoir des jours primaires ou prioritaires. Ou bien est-ce que tu pars sur une approche un peu plus polarisée, c'est-à-dire avec des jours primaires, des jours secondaires, où le but est de faire monter ton jour primaire. Alors ça, pourquoi est-ce que je reviens là-dessus? Parce qu'en fait, aujourd'hui, la plupart des athlètes fonctionnent avec un jour primaire et un jour secondaire. C'est un truc qu'on voit souvent au squat ou au terre, par exemple. Mais je pense pas que ce soit toujours la meilleure façon de programmer, parce qu'il y a certains athlètes, en fait, le fait de faire des jours primaires et secondaires, bah, ça va pas trop marcher. Je vais te donner 2 exemples là-dessus. Je remarque que notamment chez des athlètes qui ont une très haute fréquence au bench, typiquement de petits gabarits, des athlètes féminines avec peu d'amplitude au bench, des charges assez faibles, etc. En fait, faire des jours primaires, elles récupèrent tellement vite que c'est une perte de temps en fait. Si tu attends tous les lundis, une fois par semaine, tu as le droit de forcer, et sur les 5 autres jours, tu forces pas du tout, en fait ton bench il va être au ralenti parce qu'il va pas pouvoir avoir assez de stimulation. À l'inverse, quelqu'un qui serait très très fort au soulevé de terre, par exemple, il aura peut-être besoin effectivement d'un jour primaire et d'un jour secondaire au deadlift. Il pourra peut-être pas avoir 2 jours qui montent ensemble. Mais encore une fois, parfois, notamment au bench, je pense que cette idée de jour primaire, jour secondaire, c'est pas adapté à tout le monde. Et donc le choix de ta méthode de périodisation, elle est importante. Et on en parlera aussi un petit peu
chez certains athlètes plus jeunes, mais parfois tu n'as même pas besoin en fait encore de polariser ton entraînement. Notamment chez des athlètes qui sont très jeunes et qui stagnent, en fait ils sont partis sur une programmation qui était trop complexe, et donc le gros problème là-dessus, c'est qu'en fait, ils perdent du temps, en fait. Ils perdent vraiment du temps, et au bout d'un moment, ils en font plus assez, parce qu'ils sont trop dans cette analyse de la fatigue, alors qu'en fait, les courbes de fatigue sont même pas encore suffisamment importantes pour devenir problématiques. En fonction du niveau, pour moi, il y a assez paradoxalement, je vois beaucoup d'athlètes en fait qui sont en sous-entraînement. C'est-à-dire qu'ils sont en sous-entraînement, non pas dans le fait qu'ils ne forcent pas, etc., mais dans le fait de ne pas accepter d'en faire assez quand il faut et de ralentir quand il faut ralentir. Donc en fait, j'observe des tendances dans leur programmation à avoir des périodes de surentraînement qui sont très marquées et parfois avoir des périodes de sous-entraînement. En oubliant un peu, ça je t'en ai déjà parlé, mais cette idée de créer du momentum, de créer de l'élan. Et donc si par exemple sur un bloc de 4 semaines, ta dernière semaine elle est à la mort, tu te retrouves avec le double de tes séries de ta semaine 1 et que la semaine 1, semaine 2, semaine 3 elles sont beaucoup trop faciles, bah tu vas avoir un problème en fait dans ta périodisation. C'est-à-dire que tu vas chaque fois être dans ce truc un peu de yo-yo ou peut-être que seulement la fin de ton bloc est intéressant, c'est peut-être seulement à ce moment-là que tu vas faire des gains, et peut-être que le début est trop facile, ou l'inverse, hein, on va avoir des athlètes qui parfois n'osent jamais forcer, et ça devient un peu un problème aussi. Troisième aspect que j'aborde souvent avec ces athlètes, c'est la répartition du volume. Euh, à mon avis, c'est quelque chose qui doit beaucoup s'individualiser, et pour moi, le problème, c'est que cette individualisation, elle est vue, en fait, elle n'est pas assez vue mouvement par mouvement. J'entends par là que si ton squat il progresse avec 12-15 séries par semaine, mais tu vois que ton dead il sature à 9 séries, eh ben, tu es obligé de penser ton dead différemment de ton squat, ça c'est la première des choses, et tu vas devoir potentiellement réfléchir sur l'ajustement des deux. Quelque chose que je vois souvent, c'est quand le squat et le dead se mettent un peu en quelque sorte à stagner, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, l'athlète va souvent se mettre à vouloir faire monter les deux en même temps. Et qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'il va y avoir une sorte de variable qui va se confondre. On va avoir un athlète qui va passer de 12 à 15 séries de squat et qui va passer de 7 à 11 séries de dead. Tu as fait les deux en même temps, c'est peut-être un peu trop rapide, ce qui fait que maintenant tu progresses plus au squat, plus au terre, et tu es fatigué sur les deux. Donc ça marche en général assez peu. Et la deuxième chose que je vois assez souvent, c'est tout simplement des athlètes qui considèrent le volume indépendamment du RPE et de l'intensité, ce qui à mon avis est une très grosse erreur et amène à beaucoup de stagnation. Tu ne peux pas te permettre de tout augmenter en même temps. Et ça, c'est quelque chose que j'essaye de dire aux athlètes aussi, c'est que si notre hypothèse c'est le fait que tu n'en fais pas assez, en faire un peu plus nécessitera de faire un peu attention avec ton intensité. C'est-à-dire que tu ne vas pas pouvoir en même temps monter ton intensité, en même temps monter ton volume par exemple, et en même temps monter ta fréquence. À mon avis, il va falloir y aller progressivement, et tu ne peux pas réfléchir sur ta quantité de séries dans la semaine si tu ne les classes pas un minimum en fonction de leur niveau de difficulté. Je vais prendre un exemple, si tu passes de 9 à 18 séries, bon je prends un exemple un peu abusé, hein, mais tu comprends l'idée, et qu'en même temps tu augmentes toutes les séries d'à peu près 3 à 6%, ça fait beaucoup là c'est énorme, tu vois, tu as doublé ton volume, plus tu augmentes de 5 à 6% toutes les charges moyennes que tu manipulais, ça ne marchera pas. Donc à mon avis, toujours essayer de se dire, ok, actuellement je fais combien de séries? J'en fais 10 par exemple, ok. Il y en a combien qui sont au-dessus d'un RPE 8? Ok, il y en a une. Sur mes 10 séries, donc il m'en reste 9. Il y en a 4 qui sont en dessous d'un RPE 5. Ok, donc ça veut dire que sur les 9, il y en a 4 qui sont très submax, et donc ce qui reste, les 5 restantes, elles sont à peu près entre un RPE 6 et un RPE 8. C'est quoi ma stratégie là? Est-ce que je vais augmenter, pour augmenter mon volume, est-ce que je vais augmenter les séries qui sont très difficiles? Typiquement, est-ce que je vais rajouter un top 7 pour rajouter une série qui serait challengeante? Ou est-ce que je vais aller piocher justement dans mon stock de séries qui sont très submax pour peut-être un peu les monter en termes d'intensité? Ou peut-être en rajouter quelques-unes pour que l'effet submax couplé à du volume puisse être efficace. Donc ça, encore une fois, ça va dépendre de tes contraintes et différentes stratégies peuvent s'entendre là-dessus, évidemment. Quelque chose que j'identifie aussi assez souvent, c'est le niveau de l'athlète. Je me rends compte qu'il y a beaucoup d'athlètes en fait qui ont sauté une étape. C'est-à-dire que tout ce que je te dis ici, on part du principe que tu as déjà fait les choses dans l'ordre en fait. On part du principe que tu as déjà suivi un plan qui était rationnel, etc. Et quelque chose que j'observe très souvent, c'est qu'en fait beaucoup d'athlètes que je récupère et qui viennent d'une période de stagnation importante, donc je te dirais entre 1 et 4 mois, donc c'est quand même une stagnation, c'est pas une question de une semaine, c'est quand même des athlètes qui souvent sont dans une stagnation qui bouge pas trop. En fait, ils s'en rendent pas compte, mais ils sont en train de faire, ils s'en rendent pas spécialement compte, c'est ça qui est intéressant, mais en fait, ils sont en train de faire quasiment un bloc de picking en permanence. J'entends par là qu'ils sont tout le temps pic, ils sont tout le temps à fond,
Et en fait, ils vont souvent chercher en fait la solution dans le fait, c'est l'exemple classique que je vois, hein, de consommer plus de caféine. En fait, d'essayer de faire monter encore plus la tolérance possible à un stress qui est déjà très important et qui fait qu'en général, ils sont à fond tout le temps. Et donc en fait, ce qui se passe, c'est que pour essayer, et c'est là où ça devient intéressant, c'est qu'ils sont persuadés de ne pas être assez à fond, donc ils vont encore plus à fond sur une stratégie où ils étaient déjà peut-être un peu trop haut. Et donc on se retrouve en fait avec des athlètes qui sont sans arrêt sur un niveau de picking, qui sont chaque fois dans un état où si dessus on fait un taper, eh bien ils vont en général surperformer. C'est pour ça qu'on voit plein d'athlètes quand ils changent de coach, eh bien le mois d'après ils sortent des super PR parce qu'ils étaient avec un coach avant qui les surentraînait ou qui les sous-entraînait, hein, mais il y a quelque chose de radical qui vient créer une très très grosse adaptation d'une fois. Mais en fait ce qui va compter c'est de voir aussi, ok, est-ce que là tes blocs ils s'enchaînent bien pour que tu sois pas tout le temps à fond? Parce que si tu veux pouvoir être vraiment à fond sur certains blocs, typiquement des blocs où on va faire des tests, des AMRAP, des mock meet, des singles lourds, etc. Peut-être que c'est intéressant à côté de ça, peut-être avoir fait quelques blocs où tu en avais un peu sous le pied. Et c'est toujours cette idée de voir un seul bloc seul, et à mon avis, quelque chose que beaucoup d'athlètes oublient, c'est que c'est quelque chose que tu peux faire quand tu es débutant, ça. Quand tu es purement débutant, eh bien, c'est pas très grave en fait. Tu fais un bloc à la fois, c'est pas très grave. Tu vas t'en sortir parce qu'il suffira de réagir en fait à ce qui se passe, et puis après, c'est réglé. Quand tu as un athlète un peu plus avancé, en fait, tu vas plus pouvoir réfléchir court terme comme ça, et sinon tu vas tout le temps te reprendre un mur en fait en permanence, et là ça fonctionnera pas. Ce qu'on voit assez souvent, c'est des athlètes qui vont se mettre comme ça à toujours faire des singles. Et en fait, on leur demande s'ils ont fait un peu autre chose de temps en temps. Et en fait, non, ils sont persuadés que bah, s'ils n'arrivent pas à faire monter le single, il va falloir aller encore plus sur du lourd, faire encore plus ce qu'ils font déjà. Et ce que je leur dis souvent, c'est ce que tu fais déjà, en fait, si ça marche, pourquoi est-ce que tu es là, en fait? Pourquoi est-ce que tu stagnes? Et ça, c'est assez intéressant de vérifier si, dans le que je t'ai proposé là, t'as pas sauté une étape, en fait. Est-ce que, même, tu vois, ici, quand je reprends le respect de la prog, etc., est-ce que, par exemple, si tu voulais forcer ton progrès, est-ce que tu t'es pas mis tout tes RP8 à faire un petit RP9, 9,5? Et tu t'es dit, bon, c'est pas très grave. Alors, maintenant, on va parler un peu de la technique. Parce qu'une fois qu'on a parlé de la programmation, à mon avis, on a déjà fait une grande partie du travail. Mais maintenant, je vais te proposer d'échanger un peu sur la technique. Je vais te proposer quatre aspects sur la technique que j'identifie comme étant des variables intéressantes pour vérifier si finalement il n'y a pas quelque chose qui coince pour expliquer le manque de progression. Alors la première chose que je vais voir avec l'athlète, c'est ce que moi je vais appeler la loi de Pareto de la technique. En fait, un truc que j'identifie de plus en plus avec les athlètes avec lesquels je travaille, c'est que finalement 80% de ta performance dépend de, allez, je vais dire 20% des bons détails, mais en fait, je vais être même plus radical que ça, c'est que je pense que 99% de ta technique, en fait, peut se résumer à quelques aspects que tu dois bien faire. Et ça, en fait, je le vois assez souvent chez les athlètes qui stagnent. Le fait de se prendre la tête sur des trucs insignifiants, alors qu'en fait, des fondamentaux sont pas là, en fait. L'exemple que je vais te donner, c'est des athlètes qui vont me contacter, qui vont m'expliquer que voilà, au soulevé de terre, ils sont en train de galérer parce qu'ils ont un problème de stance, un problème par exemple de pied, ils savent pas comment mettre leurs pieds, est-ce qu'il faut les mettre bien parallèles, est-ce qu'il faut essayer de les ouvrir un petit peu. Et moi, je leur demande des vidéos de leur soulevé de terre. Et moi, quelque chose qui me saute aux yeux, c'est qu'ils ne savent pas faire une extension de hanche, par exemple. Et donc ça, il faut que tu fasses attention parce que le gros problème, c'est qu'on a l'impression que si tu as un temps de pratique qui est relativement long, eh ben, tu sais te déplacer correctement, tu sais bien bouger en fait sur tes lifts. Et là-dessus, moi, je vais peut-être un peu t'étonner, mais je suis étonné à quel point en fait, des athlètes arrivent à devenir parfois relativement forts. Encore une fois, relativement forts, on s'entend, hein, c'est pas des champions du monde, mais ils arrivent à progresser un peu. Même si les bases ne sont pas connues. Donc moi, ce que je vais appeler les bases, ça va être savoir hinge, savoir faire un squat, savoir utiliser correctement son haut du corps sur le bench. Ça va être la capacité globalement à choisir son degré d'inclinaison du buste au squat. Ça va être la capacité au niveau du soulevé de terre d'arriver à pousser et tirer. Au bench, ça va être le placement de la ceinture scapulaire, donc trouver le compromis entre rétraction et dépression scapulaire. Le choix du grip et le choix de l'orientation des coudes sur la descente et la capacité à rester fixé en poussant. Si déjà tu remplis ça, bon bah déjà GG, hein, t'es un premier de la classe, mais globalement vérifie ça parce que les trois quarts du temps en fait ta technique, c'est pas qu'elle est pas bonne, c'est qu'en fait il y a un truc de base que tu es censé faire et que tu fais pas. Et l'exemple du hinge je trouve est plutôt bon là-dessus parce que si tu sais pas hinge au soulevé de terre, en fait au bout d'un moment la technique tirer dos rond et espérer un peu que les astres s'alignent pour faire monter la barre, bah ça peut fonctionner un temps, mais je te garantis qu'au bout d'un moment ça va être le facteur limitant et tu pourras chercher comme tu veux à optimiser le placement de tes pieds. Si la base du mouvement c'est pas ok, je prends l'exemple du bracing aussi parce que le bracing c'est un truc que je remarque souvent. Beaucoup d'athlètes en fait ils ont simplifié le bracing en essayant de prendre une grande inspiration
Et en fait, bah, sur la descente au squat, leur buste est complètement en train de partir soit en extension, soit en flexion. Ils n'arrivent pas du tout à contrôler ce qu'ils font avec leur tronc. Et ça, bah, si déjà tu sais pas brace, que ce soit au squat, au bench ou au terre, et on brace de 3 façons différentes selon moi sur ces mouvements-là, en fait, c'est comme si la base, en fait, c'est comme si le moteur de la bagnole fonctionnait pas. Donc tu peux mettre ce que tu veux, hein, tu peux mettre des guirlandes, tu peux mettre des super rétros, tu peux mettre un petit sapin qui sent bon dans ta voiture, bah en fait, t'iras pas très loin sans ce moteur-là, donc fais attention avec ça et tombe pas là-dedans. L'astuce que j'utilise souvent moi, pour savoir si la technique est le problème, c'est que je vais demander à des athlètes quelque chose d'assez simple. Je vais leur demander, c'est un truc super simple, hein, mais décris-moi précisément ce que tu fais. Et en fait, je pars d'un principe, c'est que si tu peux pas me l'expliquer, c'est que tu as du mal à le maîtriser. En fait, un athlète qui est capable de mettre en place un aspect technique, pour moi, devrait être capable de l'expliquer. Je dis pas d'utiliser forcément des termes très savants, hein. Encore une fois, ce qui compte, c'est d'être fort, c'est pas d'être un expert du mouvement. Et à mon avis, il y a beaucoup d'athlètes, quand je leur demande par exemple, bah, comment tu fais pour brace, et quand ils commencent à me parler en fait de la manière dont ils respirent, pour moi déjà, ça sent pas bon en fait. Parce que quand je demande à un athlète de m'expliquer ce qu'il fait avec ses abdos et avec son gainage, en gros, si je simplifie un peu, au niveau du bracing, et qu'il me dit bah je prends de l'air, je sais que déjà, je vais peut-être pas chercher beaucoup plus loin, je sais que la mécanique de bracing, elle n'est pas forcément comprise. Donc, plutôt que de demander, ok, tu sais ce que ça veut dire brace, je demande, ok, explique-moi. Pareil, au bench, tu me dis que tu as du mal à bien te placer. Explique-moi ce que tu veux faire avec tes épaules. Bah, je sais pas, je les mets en arrière. Ok, et est-ce que tu essayes de les abaisser, tu essayes de les remonter, qu'est-ce que tu essayes de faire? Ce que je vais demander au soulevé de terre, c'est par exemple quand tu essayes de faire ton soulevé de terre, à quoi tu penses? Donc il va me dire, bah, quand je veux faire du soulevé de terre, ce que j'essaye de faire, c'est que j'essaye de faire une hyper extension. On le voit souvent, ça, le truc de. J'essaye de faire une back extension comme ça, et bah, en fait, on se rend compte que bah, l'athlète essaye pas du tout d'avancer ses hanches dans la barre. Donc, à mon avis, méfie-toi de ça, parce que c'est pas parce que tu connais le terme que tu maîtrises l'aspect technique qui va avec. Et ça, parfois, voilà, j'ai des athlètes qui vont m'expliquer, voilà, je pousse contre le sol en gardant mon tronc rigide et les genoux dans l'axe. C'est un peu plus certain que tu fasses ce qu'il faut que simplement je fais juste le mouvement. Ça, attention avec ça, parce que je fais juste le mouvement, pour moi, c'est pas bon signe, surtout quand ta technique elle est pas bonne. Si tu me dis je fais juste le mouvement et que tu as une technique irréprochable, moi ça me va, ça veut dire que tu l'as suffisamment automatisé. Mais je peux te dire que normalement, si tu écoutes cette vidéo, il y a de grandes chances que techniquement il y a un aspect que t'as pas compris. Et si tu l'as pas capté et si tu n'as pas saisi ce qu'il fallait faire, bah, ça va être dur de le mettre en place. Ce que je vais essayer de vérifier aussi sur la technique, c'est ce que je vais appeler la réplicabilité, la répétabilité, tu utilises le terme que tu veux. Je vais lui demander en général à cet athlète qui stagne des vidéos de ses x1, x2, x3 et plus s'il a. En fait, ce que je vais essayer de voir, c'est si son lift, il a un peu une carte d'identité. C'est-à-dire, est-ce que quand je vois le squat de Pierre, est-ce que je suis capable de dire, ah bah ok, je regarde juste le squat, je regarde même pas la tête, je regarde même pas la charge, ok, sachez que c'est le squat de Pierre. En fait, normalement, si ta technique elle est bonne, ta technique elle devrait être charge indépendante. Je veux dire quoi par là? Je veux dire que il est censé y avoir une sorte de cohérence technique. C'est-à-dire que entre ton 50, 60, 70, 80, 90 et 100%, on devrait voir sensiblement le même mouvement en fait. Et si je vois qu'il y a une grande variabilité d'une série à l'autre, que ça soit en termes de charge, soit en termes de format, typiquement on va voir des athlètes, je vais te donner un exemple après, mais qui en fait vont développer une technique qui est utile pour faire de la rep, mais qui n'est pas une technique utile pour faire du lourd. Je vais te donner deux exemples, parce qu'au squat et au soulevé de terre, j'en ai vu souvent. À mon avis, c'est pas bon signe. Ça veut dire que soit tu sais pas ce que tu fais techniquement, soit tout simplement que la technique que tu as actuellement, elle n'est pas efficiente. Parce que si tu es obligé de changer de technique en fonction des formats, moi je trouve ça plutôt inquiétant. Et l'exemple que je vais te donner, c'est, je vois beaucoup d'athlètes qui en fait au squat arrivent à enchaîner beaucoup de reps. Comment ils font? En fait, ils se mettent beaucoup en extension, donc ils sortent beaucoup les fesses vers l'arrière. Et en fait, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont en fait couper la def juste au moment où en fait ils doivent aller chercher un peu de rotation interne avec les fémurs et au moment où en fait ça va devenir difficile. Et en fait ils enchaînent beaucoup de reps en restant très très droit. Et en fait sur du lourd, ils n'arrivent pas à garder cette verticalité. Donc moi la question que je vais me poser c'est, est-ce que potentiellement sur tes séries plus lourdes, tu devras avoir cette tendance à chercher de la verticalité, option 1, ou bien sur tes séries longues, est-ce que tu n'aurais pas tendance à te pencher un peu plus, parce que justement on sait que sur du lourd tu ne sais pas tenir cette verticalité. Donc c'est un peu qui de l'œuf ou de la poule, mais à mon avis il faut essayer d'être au clair là-dessus. L'autre exemple que je vais te donner, c'est un athlète qui va tirer, c'est quelque chose que je vois souvent au sumo, genre un athlète qui va tirer en sangle, qui va faire, je sais pas, 200 x 10 et tu lui mets 2,20, ça décolle à peine. Bah en fait le fait qu'il tire avec des sangles en sumo super droit sur des bumpers,
et ben en fait ça va modifier artificiellement son mouvement et ça va en fait amener le fait qu'il va skipper chaque fois la partie qui va être difficile. Et donc dans ce cas-là, typiquement ce que je vais faire avec ce type d'athlète, c'est que je vais travailler à la fois sur la progra en lui proposant peut-être pas forcément des séries longues avec des sangles, peut-être dégager les sangles, ou bien lui demander de faire un reset entre chaque rep, ou bien ce que je vais lui faire tout simplement, c'est que je vais lui demander, ben, en fait cette technique vers laquelle tu tends sur des séries longues, est-ce que c'est quelque chose qu'il faudrait garder sur du lourd? Ça on va en discuter, mais si ta technique change en fonction de ta charge, c'est inquiétant et c'est pas normal. Donc fais attention avec ça. Ensuite, pour aller un peu plus loin, pour moi une technique, elle a toujours un but, c'est de devenir efficient sur du lourd. Alors qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que le but d'une bonne technique, à mon avis, c'est pas de te sentir bien, c'est pas de. Encore une fois, quand je dis de pas se sentir bien, beaucoup d'athlètes confondent en fait l'efficience et le côté agréable. Je vais te donner un exemple, un athlète qui brace de toutes ses forces au squat, à mon avis, c'est pas agréable. Par contre, c'est efficient. Et pour moi, le but, c'est que toute technique doit arriver en fait à un principe d'efficience. C'est-à-dire que le but, c'est pas juste de faire le mouvement en mode il est agréable, c'est de trouver la technique qui va te permettre de performer. Je vais te donner un exemple personnel. Sur mon squat, je trouve que pour moi, un squat qui est très agréable, c'est un squat avec les pieds très serrés. Ça, pour moi, c'est agréable, c'est-à-dire que je trouve que c'est super limpide. Par contre, le problème, c'est si tu me suis un peu sur les réseaux, tu sais que j'ai des gros adducteurs et que globalement, j'ai pas mal de force dans les quads. Et globalement, en fait, quand je suis avec une stance très serrée, en fait, je suis obligé de rester beaucoup dans mes quads, je peux pas du tout utiliser mes adducteurs. Et en fait, c'est comme si j'éteignais un des moteurs. Donc en fait, je me sens plus à l'aise avec les pieds serrés, mais je suis moins fort. Donc ça, j'ai déjà pu tester de garder cette stance, ça marche pas. Et donc en fait, pour moi, l'idée, c'est ma technique doit servir le lourd. Autre exemple que je vais te donner, je vais te parler d'un athlète. Eh bien, un athlète qui m'expliquait qu'il était très à l'aise en close grip au bench. Sauf que le problème, c'est que quand on fait un single en close grip et un single en comp, où il avait un grip large en fait, tout simplement, en fait, son comp était toujours beaucoup plus lourd. Donc à mon avis, il faut aussi garder ça en tête, c'est que être à l'aise, c'est pas la même chose qu'être efficient. Donc fais attention si t'es pas tombé du côté obscur. Typiquement, je veux me sentir bien sur mes lifts. D'autant plus si c'est un lift sur lequel tu sais pas ce que tu fais. Te sentir bien, ça va être un peu une quête vaine et fais attention avec ça. C'est pas du tout ta priorité. Alors, je vais te parler un petit peu maintenant de la compo physique. Alors tu remarqueras un truc, c'est que en fait l'aspect mental, je vais y aller assez tard. Pourquoi? Parce qu'en fait, à mon avis, les aspects mentaux, les trois quarts du temps, c'est pas ce qui explique la stagnation, c'est ce qui explique les progrès trop lents. Je m'explique, c'est que pour beaucoup d'athlètes qui stagnent, en fait, il faut être super. Enfin, les athlètes avec lesquels j'ai pu travailler, encore une fois, je vais essayer de te donner un peu quelque chose qui vient de mon expérience, mais pour moi, l'aspect mental, il n'est pas à décorréler de la programmation, il n'est pas à décorréler de la technique. Parce qu'en fait, en général, le mental commence un peu à partir dans tous les sens. Quand initialement dans la programmation, il y a quelque chose qui a commencé à déconner, je vois plus rarement, sauf chez les athlètes très avancés, mais moi je te parle de l'athlète intermédiaire, où l'aspect prépa mental est le facteur qui pose problème. Ça peut arriver, mais encore une fois, ce que je te dis, c'est que déjà de 1, moi je vais faire tout le process, c'est-à-dire que je vais regarder dans la programme, je vais regarder dans la technique, je vais regarder dans la compo physique, je vais regarder dans la prépa mentale et dans les habitudes de vie, mais d'abord je vais aller plutôt sur la prog et sur la technique, parce que ça, en quelque sorte, j'ai envie de dire que c'est quelque chose de l'entraînement, c'est-à-dire que je vais pouvoir y aller tout de suite, tandis que sur la prépa mentale, c'est peut-être des trucs de fond qu'il va falloir un peu travailler, et ça risque de devoir prendre un peu plus de temps, donc ça va être souvent mes stratégies secondaires. La compo physique, je vais aussi un peu regarder parce que je vois beaucoup d'athlètes qui ont un problème de choix de catégorie. J'entends par là que, à force d'avoir dit que le power, il ne fallait pas faire attention à son physique, qu'en fait être gras c'était pas forcément grave, enfin bref. On se retrouve avec des athlètes, ça fait 3, 4, 5 saisons qui sont dans les mêmes catégories de poids. Et j'ai mis une petite étoile là-dessus parce que pour moi c'est un truc qui est un peu sous-coté. Si ton poids du corps il n'a pas évolué et que ta compo physique elle n'a pas évolué, pour moi c'est pas une cause mais c'est un indicateur qu'il y a quelque chose qui est problématique. Parce que normalement, si ton volume monte, les charges évoluent, que ta diète est à peu près correcte, on devrait voir potentiellement, une optimisation de ta compo physique, 2, potentiellement une prise de poids. Et ça, il faut faire attention avec ça parce qu'il y a parfois des athlètes qui sont un peu matrixés par ça, et en fait soit ils restent dans une caté à laquelle ils sont attachés, qui en fait éteint 3-4 années de progression. Souvent, c'est quelque chose que je vois souvent chez les athlètes féminines, qui veulent rester dans une catégorie très petite en fait pour leur taille, et qui en fait, résultat, n'ont jamais eu vraiment leur gain du débutant, parce qu'elles n'ont potentiellement pas profité du fait d'avoir des calories à l'entraînement. Donc ça, moi je vais toujours le regarder. Pour moi, c'est pas l'unique variable de la stagnation, mais pour moi, ça va être un peu un réservoir de progrès que je vais garder. Je vais me le mettre sur mon fichier coach et je vais me dire, ok, ça, ce truc-là,
c'est un truc, ok, si je vois que le progrès ralentit, que la périodisation est plutôt bonne, que la technique tient la route, et ben je vais me poser la question de est-ce que je peux pas appuyer sur ce levier-là. C'est-à-dire, est-ce qu'à un moment donné, je vais pas parler avec cet athlète d'une montée de catégorie, notamment quand l'athlète se situe dans une catégorie un peu entre deux. Typiquement, je sais pas, tu es en 93, tu me dis que tu vas être en 93, mais tu pèses 84 à l'année. Bon, est-ce qu'on descendrait pas en 83? Tu es à 88-89 kg alors que tu es en 83. Bon, est-ce que tu es sec, t'es pas sec, t'en es où? Fais attention avec ça, à mon avis, c'est quelque chose d'important. Autre chose sur la compo physique, je l'ai mis dans compo physique, mais pour moi c'est un hybride entre compo physique et programmation. Faire attention sur le côté hypertrophie. En fait, il y a eu cette mode, je dirais que c'est une mode, je vais faire un peu l'ancien, mais c'est la mode 2021-2022, où en fait le power est devenu très spécifique. Et c'est une bonne chose, hein, parce que powerlifting is specific bodybuilding. On est tout à fait d'accord, c'est une phrase de Sean Noriega. Mais le problème, c'est que powerlifting, il y a quand même une spécifique bodybuilding. C'est-à-dire que c'est pas powerlifting, c'est pas is spécifique 3 mouvements. C'est créer du muscle sur, en fait, finalement, créer des leviers, créer des moteurs pour pouvoir bouger des charges importantes. Et en fait, quel que soit le moyen par lequel tu y arrives, que ce soit par des assistances, par un gros volume sur ton SBD, bon, tu remarques que si je te dis que les assistances, t'es pas obligé d'en faire, il faut le screener, ça, mais ce que je veux dire par là, c'est que tu es censé devenir plus musclé en fait. Et ça, j'ai remarqué une vague d'athlètes qui sont arrivés, typiquement qui étaient des athlètes subjus juniors, qui en fait étaient des athlètes assez spécifiques très tôt, ce qui fait qu'ils ont très vite progressé. Mais le problème, c'est qu'au bout d'un moment, en fait, ces fondations d'hypertrophie sont pas là. Et le gros problème, c'est qu'il va falloir du temps en fait. Et ce qu'on va devoir essayer de faire, c'est qu'on va devoir, dans la programmation, dans la compo physique et dans la technique, à la fois continuer cette spécificité qui avait l'air de leur réussir, et en même temps peut-être discuter quand même du fait de se muscler un peu. Parce que ça, tu vas pas pouvoir l'esquiver en fait. Et à mon avis, c'est pas un truc qui est forcément la cause de la stagnation, mais on va dire que c'est comme si, je vais te faire une analogie, c'est un peu comme si tu avais un gros projet immobilier, et tu te disais, bon, ça va, j'ai déjà assez d'argent pour l'acheter, sauf que bon, je sais pas trop si dans quelques années je pourrais gérer l'entretien. Bah, pour moi, c'est la même chose le capital musculaire, c'est pour l'instant, c'est peut-être pas la variable qui te pose problème, mais dans 2 3 4 5 ans, en fait, tu seras déçu de ne pas avoir fait ces 2 3 4 5 années en fait, de peut-être un petit peu plus d'hypertrophie, parce qu'en fait, l'hypertrophie, que tu le veuilles ou non, c'est un processus qui est super lent. Et donc, cette hypertrophie, justement, étant donné qu'elle est très lente, le problème qu'on a, c'est que tu ne peux pas rattraper les années. C'est-à-dire que, bon, ça, désolé de te le dire, hein, mais tu vas vieillir, et le problème, c'est que l'hypertrophie, il y a une sorte de quota max de muscles que tu peux faire, on pourrait dire par jour, si tu veux. Et le problème, c'est que si tu t'y prends plus tard, bah, c'est des jours que tu as perdu, en fait. Donc fais attention avec ça, c'est pas une cause de stagnation, mais c'est clairement un terrain qui est pas favorable pour sortir de la galère si tu es pas, justement, si t'es pas très musclé. Je t'invite à réfléchir un peu là-dessus parce que t'as peut-être une avenue de progrès qui est devant toi et je te recommande vivement de t'y intéresser. Alors, je te propose maintenant qu'on a vu la compo physique, on a vu la technique, on a vu la programmation. On va aller sur un de mes sujets préférés. Tu le sais si tu me suis sur les réseaux. Pour moi, on est obligé de parler un peu de prépa mentale. Alors, je vais pas. Le but, c'est pas de faire de la prépa mentale avec ces athlètes. Parce que pour moi, la prépa mentale, ça répond à des situations spécifiques. Et souvent, quand tu es un athlète qui stagne, en fait, tu viens me voir et tu me dis, bon, ben voilà, je stagne. Tu sais plus trop quoi faire, en fait, en général. Et donc, moi, je vais pas voir la prépa mentale comme une fin en soi. Mais pour moi, je vais essayer de donner à ces athlètes quelques petites techniques, quelques petits outils pour essayer en fait de relancer une progression ou un peu comme la compo physique, donner des bonnes habitudes pour essayer d'avancer tout simplement. Alors en prépa mentale, moi il y a 3 choses que je vais beaucoup utiliser avec les athlètes. C'est le focus attentionnel. 2, c'est avoir un cueing qui est adapté à la compréhension de l'athlète. Et 3, c'est de travailler sur les routines d'activation et de désactivation. Ça, c'est difficile de tout expliquer là parce que ça demanderait aussi un peu de parler de ton cas spécifique si tu regardes cette vidéo. Mais l'idée, elle est assez simple. C'est que, étant donné qu'on est dans un sport où il y a peu de variabilité, j'entends par là qu'on est sur un sport où en fait, il n'y a pas trop de surprises. En fait. C'est de l'application de programme. Une fois que tu as bien appliqué ton programme, bah, qu'est-ce que tu fais? Bah, tu vas tout simplement le répéter, faire des ajustements sur ta programmation, apprendre à mieux faire. Mais tu n'as pas, dans un sport co, par exemple, tu aurais ce côté imprévu qui peut exister. Ce qui n'est pas du tout le cas, par exemple, dans un côté, dans les sports de force, on a cette chance, en quelque sorte, que, en fait,
ça va pas être une surprise en fait. Tu vas tout le temps en fait avoir la même chose qui va se répéter. Et si tu as la même chose qui se répète, bah tant mieux. Ça veut dire que tu vas pouvoir entraîner certaines capacités mentales et je vais t'en proposer quelques-unes. Alors la première chose, pour moi c'est, j'ai mis une petite étoile parce que pour moi c'est la top 1. C'est-à-dire que pour moi c'est vraiment, je vais zoomer un peu pour que tu puisses bien lire ce que j'ai proposé. Mais pour moi ça c'est la top 1 des habiletés mentales. C'est le focus attentionnel. En quelque sorte, c'est est-ce que tu es capable de te concentrer. Est-ce que tu es capable, quand tu es sous une charge lourde, de faire attention à ce sur quoi tu dois faire attention. Et ça, c'est un truc que je vais souvent interroger chez les athlètes, c'est par exemple sur un single lourd, à quoi tu penses en fait. Qu'est-ce que tu fais? Sur quoi tu essaies de te centrer? En fait, il faut apprendre à ancrer ton intention, et pour ça, il faut d'abord que tu ancres ton attention, c'est-à-dire que tu ancres en quelque sorte ta concentration, pour que tu puisses ancrer le fait de bien faire. Et ça, je me rends compte qu'il y a beaucoup d'athlètes, en fait, quand ils font leur mouvement, ils pensent à plein de trucs, mais qui ne sont pas du tout ce qu'on leur demande de faire. Le classique, hein, c'est que tu vas aller sur une charge que tu n'as jamais maîtrisée, et bah, tu vas te mettre à te dire ouais, ok, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Il faut que je fasse attention à pas rater. Le problème, c'est que si tu es en train de te dire je suis en train de pas rater, faire attention de pas rater, bah, si je te demande de penser à deux trucs en même temps, tu vas pas y arriver. Et le problème, c'est que pour pas rater un squat à 90-92%, il va falloir que tu sois correct techniquement. Et le problème, c'est que si tu fais pas attention à ce que tu es en train de penser et sur quoi tu es concentré, bah, tes bonnes habitudes, tu vois, on parlait de la technique, ce que tu essayes de mettre en place, et ben en fait, tu vas peut-être plus y faire gaffe. Et si tu fais pas gaffe, je te garantis que la série va être difficile. L'exemple que je vais te donner, c'est moi au squat. Quand je squatte, je dois faire attention à un truc, je dois faire attention à mon bracing. Moi, c'est le point noir de mon squat, c'est que si je veux performer au squat, il faut que je brace bien. Le truc, c'est que si sur une barre à X kilos de mon max, je me dis merde, il faut pas que je rate, sinon je vais être nul, etc. Bah, je peux pas en même temps être en train de me dire brace, 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 et en même temps me dire rate pas, rate pas, rate pas, rate pas. Il y en a un des deux qui va gagner. Et quel est le problème là-dessus? C'est que qu'est-ce qui va m'amener finalement la meilleure performance? C'est clairement de me centrer sur l'aspect bracing. Donc fais attention avec ça, parce que ça c'est du poison et on s'en rend pas trop compte. Mais sur des charges lourdes, on a beaucoup d'athlètes en fait qui vont être obstinés par le fait de ne pas rater et qui résultat techniquement ne font plus ce qu'il faut. Donc imaginons, tu as mis en place pendant des années une bonne technique, tu as fait tout ce qu'il fallait et au final tu te rends compte que chaque fois que tu es sur du lourd, tu n'appliques pas ce que tu as appris. T'es foutu en fait. Et donc ça, vraiment, entraîner ton attention. Moi, il y a deux recommandations que je donne comme exercice que j'ai déjà donné à des athlètes en webinaire. Bon, il y a des dizaines d'exercices que tu peux faire, hein, mais je vais t'en donner deux très simples. C'est de toujours avoir un focus attentionnel visuel fixe, c'est-à-dire fixer un point très précis avec tes yeux. Au squat, au bench et au terre, tu te doutes qu'ils vont être différents parce que tu n'es pas placé de la même manière. Et puis deuxième chose, c'est d'avoir quelque chose que tu te répètes, une cue mentale. En gros, c'est de te dire, ok, quand je squatte, qu'est-ce que je me dis? Est-ce que je me dis qu'est-ce que je vais manger ce soir? Bah certainement pas. Mais je vais peut-être me répéter bracing, 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 comme si je me parlais à moi-même. Et ça peut être quelque chose qui peut beaucoup t'aider. Et ça coûte pas cher, donc profites-en, c'est gratuit. Et c'est une petite technique qui marche bien. Voilà. Après, il y en a plein d'autres, mais encore une fois, ça demandera un épisode complet sur l'attention. Et ça, c'est plutôt quelque chose que je fais dans les webinaires. Alors, deuxième chose, en termes de prépa mentale, beaucoup d'athlètes en fait ont une technique qui est flinguée. Parce qu'en fait, ils captent pas ce qu'il faut faire, parce qu'en fait, on leur a pas bien expliqué. Je m'explique, c'est que si tu as été coaché ou si tu t'auto-coaches, en fait, le problème peut être un peu le même. C'est que si ce que tu te dis, tu le comprends pas, c'est un truc qu'on en avait parlé avec Romain en podcast, c'est que tu peux faire un bon diagnostic. Et encore, ça c'est. Encore une fois, je te renvoie à tout le process par lequel je passe là pour essayer d'avoir le bon diagnostic. En fait, si tu te dis pas correctement comment changer la chose, en fait, ça marche pas, tu vois. Et ça, c'est quelque chose qui est super important. C'est que tu vas pouvoir parfois mieux comprendre un mouvement en changeant la manière dont tu te l'expliques. Je te donne un exemple, enfin j'en ai pris deux ici, mais on va en parler un peu sur le focus interne et externe, mais tu vas voir que les deux sont un peu liés. Tu veux par exemple te tenir droit, te tenir droit, on peut y arriver de plein de manières. Ou je prends un autre exemple. Allez, tu veux faire du vélo. On va prendre un exemple avec le vélo parce que voilà, tu sais super bien faire du vélo. T'expliques à ton petit cousin, à ta petite cousine comment faire du vélo. Tu lui dis, tu montes dessus et tu pédales. Ok, pour toi c'est super évident. Mais pédaler, tu as dû apprendre à le faire. Et bien pour apprendre à faire le mouvement, tu vas devoir trouver un moyen de t'expliquer quelque chose que tu comprends. Donc sur ton vélo, ok, ça veut dire quoi pédaler? Ça veut dire pousser dans une pédale par exemple. Ok, ça veut dire peut-être, je sais pas, essayer de me tenir droit et faire bouger mes jambes. Bon, je prends un exemple du vélo, hein, ça sera, j'espère qu'il va te parler, mais l'exemple que je donne souvent, c'est qu'on a expliqué à beaucoup d'athlètes, souvent en fait des cues internes. Typiquement, garde ta tension.
garde ta tension, s'il n'y a pas une cue parfois extériorisée, ça va pas marcher. Par exemple, garde ta tension au squat, et bien plutôt que de dire par exemple fais attention quand tu arrives en bas de ne pas relâcher ta tension, moi j'aime bien dire à des athlètes par exemple pour mieux le mémoriser, imagine que quand tu vas descendre au squat, c'est comme un ressort et tu essayes de compresser le ressort et arriver en bas, tu relâches. Et ça, je trouve que ça peut permettre chez certains athlètes une meilleure mémorisation ou par exemple garder le dos un peu plus droit, chercher un peu plus d'extension sur ton soulevé de terre, bah montre ton logo de ton t-shirt devant toi. Et ça, si tu es visuel, ça va te parler tout de suite. Tandis que sors ta cage, si tu sais pas trop comment est placé ton haut du dos, tu vas un peu galérer. L'exemple que je donne souvent au bench, c'est on va souvent dire aux athlètes, bah ouvre les coudes en poussant, mais pourquoi pas dire par exemple pousse vers le rack. En fait, c'est la même chose. On va arriver à la même idée. Et ça, moi, j'aime bien identifier avec les athlètes s'ils ont un focus interne ou externe. C'est-à-dire, est-ce que l'athlète comprend mieux quand on lui explique de son point de vue, ou est-ce qu'il comprend mieux quand on lui explique un peu comme si je te faisais une vidéo, disons une vidéo en troisième personne, comme si potentiellement c'était quelque chose que tu voyais dans un jeu vidéo. Bon, imagine, tu es dans GTA, tu vois ton personnage, mais il y a des athlètes qui captent mieux quand on leur présente comme ça. Donc moi, je vais essayer d'identifier avec un athlète s'il a plutôt un focus interne ou un focus externe, et en fonction de ce que j'identifie, et bah, tout simplement d'utiliser celui qui fonctionne le mieux pour lui. Et souvent, je te fais une petite confidence, souvent ce qui se passe, c'est qu'en fait, l'athlète utilise le focus qui n'est pas adapté à son profil en fait. C'est-à-dire qu'on va avoir des athlètes qui vont beaucoup passer par, je sais pas, une modalité physio typique de la proprioception, plus du cueing très interne, et en fait, ils captent pas ça du tout. Ou à l'inverse, des athlètes qui vont regarder beaucoup de vidéos pour chercher une sorte de focus externe et un cueing externalisé, et en fait, ils fonctionnent beaucoup à la sensation. Donc ça va pas trop marcher. Donc fais attention avec ça. Ce qu'on sait aujourd'hui dans la littérature scientifique, c'est que souvent le cueing externe en fait améliore la performance motrice. Donc se dire de faire un truc vu de l'extérieur améliore la performance motrice, mais pose plus de difficultés pour automatiser le mouvement chez certains athlètes débutants. Et ça, je trouve que c'est intéressant. Je te donne deux exemples. Au soulevé de terre, pour apprendre à hinge, tu peux imaginer en termes de cueing externe, amène tes hanches vers la barre, et en cueing interne, bah, contracte tes fessiers. Si tu contractes tes fessiers, tu vas avancer tes hanches vers la barre, logiquement. Lequel tu comprends mieux, bah, ça je te laisse y répondre, et en fonction de ce que tu comprends mieux, bah, c'est à toi de choisir ce qui fonctionne le mieux. Et ça renvoie beaucoup à l'idée de la technique. C'est peut-être pas ta technique qui est claquée, t'as peut-être capté ce qu'il fallait faire, hein, mais peut-être que tu n'arrives pas à le mettre en place, et là, le choix des bons mots, des bonnes analogies et des bonnes métaphores, ça peut être intéressant. Bon, dernier aspect de la prépa mentale, parce que l'air de rien, le guide commence à être un peu long, et le but ce serait pas de te submerger d'informations, mais d'avoir un process ici dans lequel tu vas pouvoir justement t'y retrouver, puis après je te présenterai comment j'ai pu utiliser ce process-là avec un athlète avec lequel je travaille. Un dernier aspect sur l'aspect prépa mental qui me semble important, c'est la question de l'activation et de la désactivation. En fait, on a beaucoup d'athlètes qui ne savent pas quoi faire, c'est-à-dire ils n'arrivent pas à s'activer et ils n'arrivent pas à se désactiver. Moi, ce que je vais essayer de voir avec l'athlète, c'est est-ce qu'il arrive à s'activer. Beaucoup d'athlètes n'y arrivent pas trop, et donc en général, c'est les athlètes qui ont du mal à performer sur du lourd. Il y a beaucoup d'athlètes aussi qui ont du mal à se désactiver. Ça, c'est typiquement des athlètes qui vont me contacter et qui sont dans une phase de stagnation parce qu'ils en font beaucoup, trop, ils sont toujours fatigués. Et donc là, ce que je vais apprendre tout simplement à ces athlètes, c'est apprendre avec un protocole assez simple à s'activer et à se détendre. Je donne quelques exemples d'activation, mais une musique plus forte, une respiration tonique, un self-talk un peu agressif. Ça marche bien. Encore une fois, la méthode, je vais l'adapter à l'athlète tout simplement. Et je vais en parler avec lui, puis je vais lui envoyer des petits exercices à faire qui peuvent l'aider là-dessus. Et pour les athlètes qui ont besoin un peu de se désactiver, eh bien, je vais leur proposer souvent des étirements légers, une respiration lente, un retour au calme, un cool down qui peut être adapté, afin d'avoir un meilleur contrôle du stress global et globalement d'avoir un rituel qui permet de sortir de la séance pour récupérer des ressources et en général pouvoir aussi peut-être changer un peu la programmation en fait. Tout ça c'est lié, je pense que tu commences à le comprendre. Alors maintenant que tu as suivi ce petit guide, je vais te proposer de parler du cas d'Arnaud. Bon, si Arnaud se reconnaît, c'est pas Arnaud son prénom évidemment, mais pour éviter de parler de sa prograve, des problématiques, etc., tu te doutes bien que j'ai changé de prénom. En tout cas, s'il se reconnaît, sache que merci d'avoir accepté que je prenne ton exemple. Et surtout, félicitations pour ta progression parce que clairement, ça a fonctionné et c'est cool de voir en fait que de la stagnation, on n'est pas bloqué et en 2 mois on affiche un PR quand même honnête de 7,5 au bench, ce que je considère comme étant plutôt pas mal. Et donc j'ai décidé de partir sur son exemple parce qu'en fait c'est un exemple assez classique et je suis parti sur le bench parce que à mon avis c'est un livre sur lequel il y a souvent de la stagnation et je trouve que c'est intéressant à titre d'exemple.
Donc pour expliquer un peu le cas d'Arnaud, c'est un athlète qui est en moins de 83. C'est un athlète qui s'entraîne depuis 3 ans et il a un bench, quand on a commencé à bosser ensemble, il faisait assez souvent des singles entre 110 et 115. Voilà, donc un niveau tout à fait correct. C'est un athlète qui avant avait eu un petit passé de body, en quelque sorte, il avait fait de la musculation classique, un peu profil classique. Il a été coaché pendant, je crois que c'était 13 mois au total. Voilà, il a eu une programmation, encore une fois, je ne vais pas perdre de temps sur le coaching qu'il a pu avoir, ça c'est libre à lui d'être, je dirais, juge de ce qu'il a pu faire, mais il me contacte parce qu'en fait ça fait quelques blocs et en fait quand on a regardé un peu ensemble, en fait ça faisait quasiment un an que le bench est en train de monter, en train de descendre, en train de monter, en train de descendre, enfin bref, il est déçu de sa progression et donc il me contacte dans ce cas-là, dans une volonté de changer de coach, notamment pour répondre à cette problématique du bench. Et en fait, il m'a envoyé évidemment sa programmation, des vidéos, etc. Toutes les infos dont j'ai besoin pour appliquer en fait finalement le process que je t'ai montré au préalable. Et quand je regarde en fait ce qu'il m'envoie, je t'ai résumé ici un peu ce que j'avais noté au début sur nos échanges. Alors, au niveau de sa programmation, moi il y a déjà un truc que je remarque instantanément, c'est que je trouve que son microcycle il n'est pas clair. C'est-à-dire que Arnaud s'entraîne 4 fois dans la semaine, il bench 4 fois. Et en fait, ce que je remarque sur son J3 enfin sur son J2 et J3, c'est qu'il enchaîne 2 benches lourds. C'est-à-dire qu'en fait, il s'entraîne assez souvent, typiquement, je crois que initialement c'était lundi, mercredi, jeudi, samedi. En fait, sur son J2 et J3, il bench 2 fois lourd d'affilée. Et donc ça déjà, je trouve ça un peu surprenant, parce que je me dis, mais pourquoi est-ce qu'il fait ça, sachant que, en fait, il se sent pas super bien sur J2, il se sent pas super bien sur J3, par contre il se sent très bien sur J4. Et donc en fait moi déjà là-dessus j'ai du mal à comprendre un peu c'est quoi l'organisation, parce que si il se sent bien sur un des jours, c'est que potentiellement il y a des choses qui se passent avant, et là ça a l'air d'échapper un peu au contrôle de la programmation, parce qu'ils n'arrivent pas à prédire en fait le jour sur lequel il est fort. Ensuite je regarde un peu son volume, et je vois qu'en fait sur tous ces blocs, il a un volume qui est super stable. C'est-à-dire qu'indépendamment de l'intensité, en fait il est toujours sur un volume qui est très faible d'ailleurs, qui est autour de 9 séries. Donc il a des séances, je me souviens justement de son J4 où il a 2 séries. Donc en fait 9 séries pour du bench c'est relativement peu. Donc moi déjà là-dessus je me dis bon c'est un peu bizarre, le microcycle là il n'est pas très clair, plus très peu de séries, et surtout des séries qui n'ont pas bougé, c'est-à-dire que sur des blocs d'hypertrophie il a 9 séries, sur des blocs un peu plus orientés pique etc. il a toujours 9 séries. Je crois qu'il y a un bloc, si je n'exagère pas, si on considère un bench halter, je crois qu'il monte à 11 ou 12. Il y a quelque chose qui me pose un peu problème là-dessus. Je vois que son programme est au RPE, et lui m'explique qu'il a du mal, en fait, étant donné que sa technique elle est pas stable, il a du mal à venir déterminer son RPE. Donc en fait, je vois que c'est 4 jours de bench sont RPE, et je comprends pas trop pourquoi. Ensuite, en termes de variation, il y a certains blocs où il fait du close grip, et certains blocs où il fait du Larsen. Mais à côté de ça, il fait très peu de travail hypertrophie. Donc là, déjà, il y a quelque chose qui me surprend un peu. Et en termes de programmation, tu commences à sentir que là, déjà, je vais avoir des axes sur lesquels je vais aller travailler avec lui, déjà dans un premier temps. Alors ensuite, en ce qui concerne la technique en fait d'Arnaud, c'est un peu lié à sa programmation, mais en fait, je me rends compte d'un truc, c'est qu'en fonction de ses vidéos, j'ai l'impression qu'il a jamais le même grip. Alors, il a jamais le même grip, que ce soit en termes d'écartement de main, mais aussi il a jamais vraiment le même grip en fait. Je me rends compte aussi de la position de la barre dans sa main. Parfois j'ai l'impression qu'il est plutôt sur un bulldog, parfois j'ai l'impression qu'il est plus sur un jab grip. Bref, il y a un truc un peu bizarre, ce qui à mon avis s'explique aussi par sa programmation, avec des variations aléatoires via une technique aléatoire. Donc à mon avis, il y a clairement un axe de progression là-dessus, et je vais investiguer ça avec lui. Et puis on a décidé tout simplement de partir sur un bulldog classique, avec un écartement anatomique, donc il a son majeur sur l'anneau de compétition tout simplement. Je me rends compte aussi d'un truc, c'est qu'il a une difficulté à placer les épaules, et en fait, là je comprends vite que techniquement, en fait, il a une difficulté à placer ses épaules parce que, tout simplement, j'ai l'impression qu'il bench pas assez souvent. En tout cas, pas assez de volume pour pouvoir ancrer le truc. Et étant donné qu'il est tout le temps à la recherche un peu de son RPE parfait, de la charge parfaite, en fait, il est obsédé par ça. Et qu'est-ce qui se passe? Résultat, il a du mal à être focus techniquement. Donc ça, pour moi, c'est deux choses qui vont aller ensemble. Et bingo, là-dessus, on a mis en place un petit movement prep pour qu'il puisse bien comprendre comment abaisser ses épaules et pas uniquement les rétracter. Et ça a marché directement. En termes de compo physique, sur les 9 mois, sachant que c'est un athlète qui est relativement débutant et qui n'avait pas une grosse masse musculaire, il a affiché une progression de 500 grammes en poids de corps sur les 9 mois, ce qui à mon avis est pas énorme. Ça c'est déjà le premier constat que je vais avoir. De 1, c'est pas énorme, et 2 surtout, c'est que en fait sur ses assistances, il en a assez peu.
Et en fait, là, il y a peu de progression sur les assistances et surtout cette maigre progression sur les assistantes, bah, elle se reflète un peu sur son physique. C'est-à-dire que quand on voit l'avant-après sur l'année de coaching, bah, on dirait qu'il n'a pas beaucoup évolué. Et sur le bench, bah, c'est quelque chose dont on parle assez souvent. Mais si tu veux bouger des grosses charges, il faut avoir l'air d'être quelqu'un qui bouge des grosses charges en fait au bench. T'as pas de, t'as pas de, t'as pas de surprise là-dessus. C'est rare de voir un mec qui a des petits bras benchés très très lourds. Ça, c'est quelque chose de clair. Donc, à mon avis, il y a un axe de progrès aussi sur le long terme qu'on va pas négliger, qu'on va pas négliger avec cet athlète, même pour le long terme. Donc, on garde ça en tête. C'est plutôt un indicateur de OK, ça, il faudra pas que je l'oublie. Et bah, on va pas l'oublier évidemment dans la suite de sa programmation. En termes de prépa mentale, je me rends compte en fait d'un truc, c'est qu'il a plus envie de bench. Pour une raison, c'est pas parce qu'il progresse pas, ça l'affecte pas trop. Enfin, évidemment, hein, si on s'est mis à travailler ensemble, c'est que ça l'affectait un peu quand même. Mais surtout qu'il a l'impression en fait de pas bien faire. C'est-à-dire qu'on revoit un peu cette idée de changement de grip et de difficulté à placer les épaules. Étant donné qu'il sait pas quoi faire, en fait, il a peur de pas bien faire. Et en fait, ça entraîne un truc un peu aléatoire où en fait, à chaque séance, il bouge un truc. Et donc en fait, il a plus envie de faire ce mouvement parce qu'à chaque fois qu'il fait quelque chose, c'est pas tout à fait ce qu'il faut. Et c'est pas très clair ce qui est attendu. En plus de ça, la communication avec son coach là-dessus était pas très explicite. Donc, bah, il capte pas trop ce qu'il faut faire. Avec un problème qui revient souvent, c'est qu'en fait, il comprend pas comment pousser et en même temps garder ses scapulas bloqués. En fait, il a appris à bencher avec cette méta un peu de garder en fait les épaules très rétractées. Et bah, ça marche pas en fait. Il a du mal à produire de la force. Mais étant donné en fait qu'il se sent jamais bien sur son mouvement, qu'il change souvent de grip et qu'il a du mal à placer ses épaules déjà en amont, bah en fait qu'est-ce qui se passe, c'est que bah, tout simplement il n'arrive pas à trouver une technique qui est optimale. Et donc bah, petit à petit, s'il comprend pas ce qu'il fait, il peut pas bien le faire, etc. Ça renvoie un peu à cette idée de cercle vicieux, d'où l'importance de passer par tout ce process et pas de simplement se dire ah, bon ben voilà il change de grip, on va changer son grip et puis c'est réglé, tout va mieux. Bah, en fait on voit que tout est un peu relié et donc il y a des choses à faire. En termes d'habitude, bon, Arnaud c'est un bon athlète, hein, donc sommeil nickel, il est entre 8 et 10 heures tous les jours. Diète elle est ok, hein, il a un léger surplus calorique. Bon, c'est peut-être un peu améliorable au vu du manque d'évolution physique qui était très clair là-dessus, mais à mon avis j'irais plutôt chercher du côté de la programmation. Et ensuite du côté de la supplémentation, c'est un athlète qui a une supplémentation de base mais qui est bien respectée, donc là-dessus c'est pas mon axe de priorité. Donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Tu as un exemple de cas concret avec Arnaud. Bon, évidemment, il y a encore d'autres aspects qu'on pourrait ici aborder, mais c'était juste pour te montrer que ce process-là, il n'est pas forcément très compliqué à appliquer. Le problème, en fait, c'est qu'il y a beaucoup d'athlètes qui, n'ont pas de process pour analyser ce qui ne va pas dans leur lift. Et surtout, en fait, la stagnation, comme tu as pu le voir, c'est rarement uniquement un aspect, en fait. Et si tu n'as pas un bon diagnostic au démarrage et que résultat, bah, encore pire, tu as un mauvais diagnostic et en plus de ça, tu n'as pas les bonnes solutions, tu n'as pas je dirais, de moyens concrets pour changer ce qui ne va pas, bah, tu peux te retrouver à stagner longtemps. Et si tu t'es reconnu dans le cas d'Arnaud, bah, en fait, tu peux voir que une progression, ça peut être relancé assez vite. On était sur un athlète qui stagnait depuis, on va dire, au moins 10 mois. Et là, en 2 blocs, on s'est mis à relancer. Bah, tout simplement, on n'a pas fait de la magie, hein, on a analysé ces données. Et sur la base de l'analyse des données, eh bien, tout simplement, on a proposé une stratégie cohérente. Donc j'espère évidemment que ce guide il a pu t'aider. Si tu as envie que je participe justement à ta progression, voire même si tu as envie qu'on applique ce guide ensemble, n'hésite pas à me contacter. Tu as directement tous les liens qui sont dans la description pour qu'on travaille ensemble. Et puis comme d'habitude, si tu veux sauver un athlète qui est en train de stagner et pour éviter qu'il se mette à la course à pied, n'hésite pas à lui partager ce guide. Je pense que ça pourra en sauver plus d'un. Si tu as envie de faire connaître évidemment notre chaîne, n'hésite pas non plus à liker, partager, commenter. C'est comme ça que ça peut nous soutenir et on se retrouve rapidement pour un prochain guide que je te prépare.